Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sauf Padoum Rekou Tchao, ancien ministre, député à l'Assemblée nationale et le président du groupe parlementaire UNIR. Monsieur le ministre, monsieur le député, bonjour. Bonjour mon frère et merci pour cette invitation. Bonjour aussi à tous vos auditeurs. Merci d'être de Taxi FM. Oui, merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous nous visitez ici. Oui, c'est la première fois. J'ai entendu parler, j'ai suivi certaines émissions, mais c'est la première fois que je viens dans vos locaux. Merci de nous faire l'insigne honneur d'être avec nous ce matin. Comment se porte votre parti UNIR? On a le sentiment dans l'opinion que c'est une nébuleuse là. Non, en fait, heureusement que c'est un sentiment. Non, UNIR se porte très bien. Vous savez, les gens se posent des questions. Est-ce que UNIR, qu'est-ce qui se passe? Non, je voudrais rassurer tout le monde que UNIR se porte à merveille. Tout se passe très bien. Alors, il y a pas mal de travail qui se fait, aussi bien au niveau des états-majors et des réunions qui se tiennent régulièrement. Et il y a également un travail qui est relayé par les cadres. Récemment, le parti a lancé, disons, un travail de terrain. Les cadres et les députés, chacun s'est rendu dans sa localité pour faire un travail et il y a une périodicité qui est maintenant indiquée à laquelle ce travail va être fait. C'est de prendre langue et d'être rattaché par rapport aux besoins des électeurs, être à leur écoute, être tout le temps avec eux pour pouvoir échanger sur les problèmes de l'heure. Donc je crois que malgré ces interventions, les gens se posent, je voudrais les rassurer que le parti se porte à merveille. Un travail se fait sur le terrain. Les dirigeants ont mis en place un calendrier, un planning de travail et ce planning a commencé et va continuer. Alors comment ça se fait finalement que depuis avril 2012, nous sommes en 2017, oui. Ça fait 5 ans que vous ayez du mal au niveau de votre parti à mettre en place les structures d'un parti politique qui est installé, qui gagne les élections 2013-2015? Non, en réalité, ce n'est pas qu'on a des difficultés. Non, on n'a pas de difficultés. Il y a le sentiment que vous avez du mal à faire le deuil du rassemblement du peuple togolais. Non, le deuil a été fait à Blita, vous le savez très bien. On a fait le deuil du RPT à Blita et on a lancé une nouvelle structure qui a fait un travail impeccable jusqu'à ce jour. Et on n'a pas du mal, non. Comme je vous ai dit, il y a toute une structure qui est mise en place, ou bien qui est en train d'être mise en place. On ne peut pas l'annoncer avant de la finaliser. Il y a de profondes réflexions. Bien sûr, non. Ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de mettre en place un système de travail qui puisse durer des années et des années. Ce qui a été fait jusqu'à ce jour, ça a été fait sur la base des réflexions. On a constaté quelquefois certaines difficultés, certaines lacunes, il faut les corriger. Et UNIR aujourd'hui est à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité politique nationale comme internationale. Tous ces éléments, il faut les intégrer pour pouvoir sortir des statuts qui tiennent compte de cet environnement national et international et pouvoir bâtir des stratégies qui également en tiennent compte. Donc il y a un travail qui se fait, il y a des réflexions qui se font et tous ceux qui sont impliqués dans ce travail le savent. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu un déploiement sur le terrain récemment et il y a un calendrier, un chronogramme de travail qui a été établi et vous verrez que dans les mois ou les semaines à venir... Ça veut dire qu'en réalité vous vous préparez pour les prochaines élections, pas forcément pour structurer votre parti politique. Non, pas qu'on se prépare. C'est vrai qu'il y avait une léthargie entre-temps, après les élections présidentielles, il y a eu une léthargie, il faut le reconnaître. C'est par rapport à cette léthargie que ce nouveau programme est mis en place. Mais ce n'est pas forcément pour se préparer pour les nouvelles élections. Ça s'entend, mais c'est véritablement pour partir sur un nouvel élan et changer certaines choses que nous avons constatées qui ne se sont pas très bien passées les années antérieures. Alors, à quand le congrès du parti politique UNIR? Non, le congrès, ça va venir. On n'est pas pressé à partir du moment où il y a des structures. Mais en réalité, quand vous n'avez pas fait de congrès avec tout ça, là, vous ne pouvez pas être un parti politique. Mais on est. Le parti politique, ce n'est pas... On connaît le test de la République. Oui. C'est dans les partis politiques. C'est ça. Mais il y a eu un congrès et puis après, voilà, il y a eu au ministère. Il y a eu un congrès qui a créé le parti. C'est un congrès constitutif. C'est ça, il y a un congrès constitutif qui a créé le parti et qui a mis en place certaines structures. Alors, donc,
oui, provisoire, mais une structure provisoire, nous qui le disons que c'est provisoire. Mais dans les textes, on n'écrit pas provisoire. Mais nous disons que c'est provisoire. Mais ce congrès constitutif qui a été fait, il a mis en place des structures qui sont là. Mais alors, pour tenir un nouveau congrès, mais ça c'est selon le timing du parti. Vous savez qu'il y a des partis qui sont créés depuis 1991, dès leur création il y a 6 jours, n'ont pas tenu de congrès. Quel parti faites-vous? Non, mais non, je ne veux pas citer de nom. Nous sommes tous au Togo. Non, sur Taxi FM, c'est la liberté de ton d'expression. Non, vous savez qu'il y a une centaine de partis dans ce pays. Bien entendu. Voilà. Mais si vous prenez la centaine de partis qui ont vu le jour dans les années 90, combien de partis on est en 2017. Hein. On est en 2017. Alors, vous parlez de 97 à 2017, je vous dis qu'il y a des partis qui peuvent avoir, peut-être qui tiennent une convention, mais un congrès, vous avez des partis qui ne tiennent pas de congrès. Nous, ça fait seulement 5 ans, mais tout le monde crie comme si on avait... Enfin, si c'était de l'exagération, non. Je dis qu'il y a un travail de réflexion qui se fait. Il y a des préparations, des pratiques qui sont en train de se faire. Et le congrès, il verra le jour très bientôt. Alors, une dernière question avant de passer à un autre sujet. Pourquoi vous avez du mal à communiquer, à unir? Non, est-ce qu'on a du mal à communiquer? Bon, mais s'il y a, je sais pas, si vous vous adressez à une personne par rapport à un sujet donné, je suis certain que les gens vont répondre. Bon, maintenant, si la personne n'est pas suffisamment outillée sur le sujet, certainement qu'il vous dira que, bon, je ne suis pas peut-être plus indiqué pour vous parler de tel ou tel sujet. Bon, mais si le sujet sur lequel vous voulez avoir des débats, vous adressez à la personne indiquée, je suis certain que on vous trouvera, la personne répondra, ou alors vous trouverez la personne indiquée pour venir échanger avec vous. En avril dernier, vous avez soufflé vos 5 ans, mais on a eu des difficultés pour avoir UNIR, pour nous dire le bilan de 5 ans de parti politique. On a le sentiment qu'au niveau de UNIR, c'est l'omerta totale. Tant qu'il n'y a pas d'intérêt immédiat, on ne communique pas. Non, en réalité, on communique, mais pas suffisamment. Il faut le reconnaître. On ne communique pas suffisamment comme cela se doit. Et c'est pour ça que je disais que ça fait partie des réflexions qui sont en train de se mener pour changer certaines choses qui ont fonctionné ou qui n'ont pas bien fonctionné. Donc tout cela fait partie du travail qui est en train de se faire pour que le parti voit un nouveau visage et puisse mieux fonctionner. Alors, Monsieur le Président du groupe parlementaire UNIR, ce matin, nous vous avons invité pour évoquer la question des réformes politiques. Ça fait quand même plusieurs années que le sujet est sur le tapis depuis la signature de l'accord politique global. Et depuis, beaucoup ont le sentiment qu'on n'avance pas véritablement. Vous savez, la question des 2 tours, la question de la limitation du mandat semble être la préoccupation singulière de l'opposition, ce qui n'est pas forcément votre cas. Non. En réalité, est-ce que ce n'est pas notre cas? Vous savez, quand il y a un sujet qui préoccupe l'opposition et qui est un sujet, j'allais dire, de bon sens, c'est normal que ce sujet soit partagé aussi par la majorité. Donc la question des réformes, c'est une question qui nous préoccupe. C'est une question d'actualité. Alors pourquoi? Parce que il y a eu, en réalité, cette discussion au niveau de la sous-région. Parce que certains pays se sont lancés dans les réformes et du coup, cette préoccupation a gagné notre pays. Mais vous savez, quand on dit que ce n'est pas une préoccupation de l'Union, je dis que ce n'est pas vrai. Vous savez, au départ, nous avions une position sur les réformes pour dire que la limitation de mandat en matière de réforme, ça devait être réservé au peuple. C'est-à-dire que c'est au peuple d'exercer le droit de limitation de mandat à travers les urnes. C'est ça. Parce que quand vous prenez le cas de l'Allemagne et de certains pays... Ça suppose également que cette discussion peut se mener au Parlement. Ce sont les représentants du peuple. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, ça veut dire que quand vous prenez pas dans l'Allemagne, mais Angela Merkel, elle est candidate en septembre. Mais si le peuple limite son mandat en septembre pour dire non, elle partira. Mais si le peuple lui renouvelle sa confiance, elle va continuer. Ça veut dire qu'au départ, pour unir, il fallait laisser le peuple, lorsqu'il estime que tel dirigeant
ne nous donne plus satisfaction, son programme n'est plus, ne prend pas en compte nos préoccupations, et bien ce dirigeant est sanctionné dans les urnes, et à partir de ce moment, il va partir. Mais nous avons vu que le débat avait pris une ampleur que les gens n'arrivaient pas à comprendre, que réellement la démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui retire le pouvoir aux détenteurs. Alors, devant cette situation, nous avons fait un pas en avant pour dire, bon d'accord, oui à la limitation de mandat. Vous voyez, donc il y a eu un pas en avant parce que le tollé était tel que les gens n'arrivaient pas à appréhender les fondements, même les principes même de la démocratie. C'est ça qui nous a amené, le parti a estimé que pour décrisper la politique, la situation politique actuelle, pour permettre que les Togolais puissent se parler, pour permettre qu'il y ait un apaisement, il fallait faire un pas en avant. Et c'est ce pas que nous avons fait pour dire oui aux réformes. C'est pour cela que le chef de l'État avait alors initié, instruit le Premier ministre d'initier une rencontre pour discuter des réformes à engager au Togo. Alors, M. Christophe Tchao, on va avoir un langage direct et clair pour que l'opinion puisse comprendre la volonté de l'UNIR représentée au Parlement aujourd'hui. Que voulez-vous face à la nouvelle proposition de loi de ANC ADI? Quelle est votre position réelle sur ce test? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Notre position réelle, c'est d'aller vers des réformes. Mais on ne peut pas aller vers des réformes sans le consensus. Parce que, rappelez-vous... Comment définissez-vous votre consensus? Mais non, j'en viens. Rappelez-vous qu'après l'échec à Togo Télécom, le gouvernement même a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Que vous avez rejeté? Que nous n'avons pas rejeté. Parce que dans les exposés de ce projet de loi, le gouvernement dit les partis politiques n'ayant pas réussi à trouver un consensus sur les réformes, sur les points inscrits, je renvoie le texte à l'Assemblée nationale pour que consensus soit trouvé afin que la loi soit votée. Malheureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas pu trouver un consensus après des débats, de longs débats interminables, après des conciliabules hors micro, c'est-à-dire en off, on n'a malheureusement pas pu arriver à faire entendre raison à l'ANC que pour faire des réformes, il faut un consensus. Je vais vous dire que pour nous, le consensus, c'est que chaque parti fait un pas en avant, l'autre également avance, et on trouve un point qui puisse mettre en confiance les uns et les autres, et c'est sur cette base-là qu'on peut aller vers la traduction de ce consensus-là en des articles pour aller vers le vote. Malheureusement, au niveau de l'Assemblée, ce que nous avons constaté, ce qui chope à ce jour, c'est le refus de l'ANC d'aller vers le consensus. Alors justement, quel est le consensus? Que voulez-vous au niveau du UNIR? Nous l'avions exprimé. Nous l'avions exprimé lorsque ce texte-là était venu, la première fois, cette proposition de l'État avait été déposée au départ. Nous l'avions exprimé, nous leur avons dit, pour nous, opérer des réformes de la limitation de mandat au niveau de la présidence, c'est faire un texte impersonnel. Il ne faut pas, à travers les articles, indiquer que tel ou tel ne peut pas se représenter. Parce que dans les propositions, le point de vue de l'ANC, c'est que les réformes, on prend en compte à partir de 2010, c'est-à-dire une rétroactivité pure et simple de cette limitation de mandat. Donc il partait de 2005, excusez-moi, de 2005 à 2015. Ça veut dire qu'il faudra déjà faire deux mandats. Ça veut dire qu'il y a 2 mandats pour le candidat sortant. Pour le candidat sortant. Alors nous avions au niveau de l'UNIR dit ceci. Il faut faire un texte impersonnel, mettre les compteurs à zéro, de sorte que tout Togolais, qu'il ait déjà été au pouvoir, qu'il n'ait pas été au pouvoir et qui souhaite aller au pouvoir, ou être candidat, et qui remplit les conditions, puisse se positionner, puisse être candidat. Alors, votre volonté au niveau du groupe parlementaire UNIR aujourd'hui, pour mieux comprendre, c'est qu'on remette le compteur à zéro. Alors, il y a en face de vous l'opposition qui a fait une proposition de loi. Est-ce que vous aviez écrit votre proposition sur papier
Parce qu'on est quand même à l'Assemblée nationale, on n'est pas dans la rue. On ne discute pas. Est-ce que c'est comme ça? Alors, pour comprendre, il ne s'agit pas d'écrire. Lorsqu'un texte comme ça arrive, oui, il y a deux phases. Voilà, expliquez-nous. Nous avons la première phase qui est le débat général. C'est-à-dire que le débat général, on est sur le contexte. Et quand on s'entend sur le contexte, nous passons maintenant à l'étude article par article. Donc le principe ou bien le décor doit être posé dans le débat général. Si dans le débat général, on ne s'entend pas, on ne va pas aller à l'étude particulière, c'est-à-dire à l'étude article par article. Nous avons fait un débat, disons, on devait planter le décor. Donc c'est à ce niveau, au niveau des idées, il y a un choc d'idées qu'on n'arrive pas à dépasser. Il faut que les autres acceptent. À partir du moment où nous disons allons vers le consensus, le principe doit être accepté. Mais qu'est-ce que l'ANC nous a rétorqué? Ils nous ont dit de leur montrer dans la constitution togolaise l'article qui dit qu'il faut chercher le consensus pour aller aux réformes. Vous comprenez que dans notre constitution, de la première ligne à la dernière ligne, vous ne verrez nulle part où la constitution parle de la recherche du consensus. Quand on interroge l'opposition au Parlement sur votre consensus, qui veut dire remettre le compteur à zéro, on nous dit ou on nous renseigne que au Parlement, vous n'avez jamais dit ça. C'est sur les médias que vous le dites. Au Parlement, vous ne parlez que de consensus sans définir ce que vous entendez par consensus. Non, 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 vous savez, bon, malheureusement, vous savez, aujourd'hui, ce que nous savons, oui, de l'ANC, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un argument marché qui sont sortis. Mais eux, ils l'ont dit, nous leur avons fait comprendre qu'il faut faire une loi impersonnelle. Il ne faut pas indexer X ou Y. Ça, c'est notre position. Et nous nous sommes retrouvés même dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, hein, à huis clos là-bas, pour discuter. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Ils nous ont proposé qu'ils sont prêts à faire un accord politique avec UNIR. Et si en ce moment le candidat de UNIR veut, il peut se présenter. Mais ça, c'est des aspects qu'on ne peut pas discuter dans la masse. Et je vous dis, à huis clos, on était quatre personnes. Mais ça, le problème, ils connaissent très bien notre position. Si vous le dites, c'est qu'ils ne sont pas francs. Parce que eux, leur difficulté réside où? Leur difficulté, c'est qu'ils ont, quand vous prenez aujourd'hui un militant de l'ANC, oui, vous lui demandez que veut dire réforme, il vous dira que réforme égale départ du président Faure Gnassingbé. Parce que les dirigeants ont fait comprendre à leurs militants qu'ils vont faire des réformes pour que le président parte. Mais on ne peut pas faire des réformes en fixant un individu pour dire lui il doit partir. Mais faire des réformes, c'est que lorsque la loi sera votée, elle prend effet à partir de ce jour. Mais c'est comme ça. Nous allons discuter, on va voter. Ce n'est pas nous qui le proposons que la loi prenne effet ce jour. Non. C'est comme ça dans le monde. Quand on fait des réformes, le jour où on vote la loi, on dit qu'elle prend, dès qu'elle est publiée, oui, au journal officiel, mais on indique la date à laquelle elle prend effet. Mais tant que la loi n'est pas encore votée, on ne peut pas dire que cette loi va être votée, mais elle va être rétroactive. Oui, mais alors, où se trouve votre peur finalement? Si vous estimez que c'est le jour où on vote la loi qu'elle prend effectivement effet. Alors, vous la votez et vous avez la Cour constitutionnelle, enfin, on a une Cour constitutionnelle qui dira après si Faure Gnassingbé peut être candidat ou non. Mais ce n'est pas l'opposition qui est à la Cour constitutionnelle qui décide. Non, la recevabilité de candidature ou non. Non, 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 non. Le problème n'est pas à ce niveau. D'accord. Non, vous savez, la Cour constitutionnelle applique la loi. Ce que la Constitution dit, c'est ce que la Cour constitutionnelle est là pour veiller à l'application de la Constitution. Maintenant, si dans la Constitution, nous disons que la loi est rétroactive, c'est-à-dire qu'elle prend effet, elle est rétroactive à partir de 2005, mais vous êtes tout à fait d'accord avec moi, la Cour constitutionnelle ne peut pas aller au-delà, hein, elle ne peut pas interpréter autrement cette disposition. Ce qui est prévu, ce qui est écrit, la Cour regarde pour voir s'il y a une application exacte des dispositions constitutionnelles. C'est ça son rôle. Elle ne peut pas voir du noir et dire que c'est du blanc. Elle n'a jamais fait, elle ne le fera jamais. Donc, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nos collègues connaissent très bien notre position. Ils savent très bien qu'une loi en matière de réforme constitutionnelle
ne peut pas être rétroactive si seulement c'est une loi douce, hein, comme on le dit. Mais si c'est une loi qui touche un certain nombre de dispositions constitutionnelles, il faut toujours, l'adage dit, la loi prévoit pour l'avenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'adage qui le dit. Et nous l'avons vu dans la sous-région des pays qui ont fait des réformes. Et dans ces pays-là, ces réformes n'ont jamais rétroagi. Mais pourquoi chez nous ici, nous voulons forcément faire une loi pour pouvoir prendre en compte le passé? Alors, votre idée aussi, peut-être au niveau du groupe parlementaire uni, c'est de faire bloquer les choses au Parlement et donner la chance à la commission mise en place par Fogna Singbe et le H-Crune de pouvoir évoluer? Non, ce n'est pas... Puisque déjà le Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Ndamanda, qui est issu de UNI, avait déjà renvoyé, n'est-ce pas, l'opposition au niveau de la commission. On attend la commission et puis on va avaliser. Vos collègues n'ont pas accepté et ont demandé à la Cour constitutionnelle de trancher, ce qui a été fait. Non, en fait, ce n'était pas exactement ça. Pour mieux expliquer cette idée, vous savez, lorsque le H-Crune avait invité tous les partis politiques pour dire « venez, on va réfléchir hein, sur les institutions, sur tout ce qui peut être réforme institutionnelle et constitutionnelle », au niveau des partis siégeants à l'Assemblée nationale, UNIR a répondu présent, ADI a répondu présent, l'ANC a répondu présent, UFC a répondu présent. Moi je dis l'ANC, il y avait UNIR, il y avait ADI, il y avait le CAR, il y avait l'UFC. Il n'y a que l'ANC qui a refusé de se joindre aux discussions. Donc sur 5 partis représentant l'Assemblée nationale, seul l'ANC a refusé d'y aller. Or, c'est un cadre de réflexion. C'est un cadre où toutes les sensibilités, les partis parlementaires, les partis extra-parlementaires, la société civile, les universitaires, la chefferie, tout le monde est appelé à aller donner sa position sur les réformes que l'on peut engager pour le bien-être des Togolais. Pourquoi ils refusent d'y aller? Mais ils ne veulent pas discuter pourquoi. Mais ils ne sont pas allés, mais ils sont d'accord sur les conclusions. Mais ça a été toujours leur cas. Parce qu'à chaque fois, ils ne vont jamais. Mais lorsqu'il y a un sujet, ils refusent d'y prendre part. Mais lorsque les conclusions sortent, ils sont les premiers à les brandir pour dire voilà. Mais ils sont les premiers également. C'est une bonne chose qui n'est pas contestée quand même, les conclusions du travail de l'H-Crune. Mais non, vous vous rappelez... Vous voulez forcément qu'ils y soient. Mais puisque tout le monde y est allé, pourquoi pas vous? Quand on a mis en place la CVJR, mais ils ont critiqué la CVJR. Mais aujourd'hui, c'est eux qui exploitent les dispositions de la CVJR. La réflexion sur les réformes, ils ont critiqué, aujourd'hui ils exploitent. Aujourd'hui, une commission a été mise en place pour réfléchir sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Elle est en train de faire un travail. On ne sait pas encore que ce travail va donner. Certainement que ce travail peut prendre en compte leurs préoccupations. Vous comprenez? Alors si ce travail peut prendre leurs préoccupations, c'est pour ça que le président de l'Assemblée a demandé un ajournement en vertu de l'article 56 du règlement intérieur. Ça veut dire que lorsque ce travail va arriver au niveau de l'Assemblée nationale, le texte de la proposition de l'ANC va en ce moment venir soit pour enrichir le projet de loi que le gouvernement va nous envoyer, ou alors si ces dispositions ont été déjà prises en compte, c'est tant mieux. Si elles ne sont pas prises en compte, c'est le moment alors pour l'ANC ça veut dire que vous privilégiez à votre niveau beaucoup plus les travaux de cette commission. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre entre parenthèses la souveraineté que le peuple vous a confiée? Vous êtes au Parlement pour légiférer et pour contrôler l'action du gouvernement. Aujourd'hui, vous acceptez être pris en otage par le pouvoir exécutif et vous vous y conformez. Est-ce que ce n'est pas un problème, Christophe Tchao? Mon frère, je suis très à l'aise par rapport à ta question. Il faut comprendre ceci. Les réformes sur lesquelles nous sommes en train de plancher en ce moment, quand vous prenez le Bénin, le chef de l'État béninois a mis en place une commission qui a réfléchi sur les réformes et qui a envoyé un texte au gouvernement. Le gouvernement a soumis ça à l'Assemblée nationale. Ce texte a été rejeté. Vous prenez le cas du Mali. Le chef de l'État malien ou bien le gouvernement malien a mis en place une commission
qui a réfléchi, qui a fait un travail. Oui, mais excusez-moi de vous contredire un petit peu avant que vous continuez. Au Bénin, il n'y avait pas de crise politique. Non, mais la crise politique, c'est quoi? Il y avait une crise politique au Togo où les acteurs, pendant des années, réclamaient des réformes. Mais bien sûr. Ça veut dire que la situation n'est pas la même. Non, mais la crise politique n'est pas éternelle. C'est les acteurs politiques qui créent les crises politiques. Justement, aujourd'hui, ce que l'ANC veut, c'est de créer une crise politique. Sinon, au Mali, il y a la crise. Une crise, même j'allais dire, même sécuritaire et politique d'ailleurs. Mais la commission au Mali a fait un travail qu'elle a envoyé à l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, ils ont des crises. Il y a une crise sérieuse en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, le président a mis en place une commission qui a travaillé sur les réformes, qui a envoyé le texte ensuite et qui a été voté à l'Assemblée nationale. L'avantage de la commission, c'est quoi? C'est que cette commission, elle est pluridisciplinaire. Elle a l'avantage de ratisser large, de rassembler un pan important des acteurs politiques, de la société civile, des universitaires, la chefferie. Donc tout le monde se retrouve dans la commission mise en place par le gouvernement. Ils sont plus compétents que vous au Parlement, c'est ça? Ce n'est pas la compétence. C'est-à-dire que la grandeur de la commission permet une multitude d'idées, une multiplicité d'idées. Ici, il n'y a que 2 partis. Vous comprenez, sur la centaine de partis que le Togo compte, il n'y a que 2 partis. C'est les 2 partis que le peuple a élus. Non, on ne les a pas élus. À l'Assemblée, on est 5 partis. Oui. Il y a 5 partis qui sont représentés dans l'Assemblée nationale. Parlementaires, vous parlez de groupes parlementaires. Non, je veux dire, c'est ADI et l'ANC. Oui. C'est les deux seuls qui ont fait la proposition actuelle. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est une infime. Si vous prenez les partis politiques, sur la centaine, c'est une infime partie. Maintenant, l'avantage de la proposition et bien du texte du travail que fait la commission, c'est que les 5 partis qui sont à l'Assemblée nationale, quand ce texte va arriver, chacun pourra apporter ses amendements. Chacun pourra l'enrichir. Parce que tous les textes que le gouvernement envoie sont toujours retouchés. Aucun texte n'arrive pour être voté indemne. Non, ça n'existe pas. Tous les textes sont retouchés. Oui, le gouvernement a déjà envoyé un texte lié aux réformes politiques que vous n'avez pas voulu retoucher, mais que vous avez purement et simplement rejeté. Vous vous rappelez? Non, tout à l'heure, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué. Le gouvernement n'a fait que transcrire intégralement. Il n'a pas donné son point de vue. Parce que c'est les acteurs politiques qui devaient discuter pour s'entendre sur le consensus et rédiger les articles conformément à ce consensus. Ça n'a pas été le cas. Le gouvernement dit voilà les propositions que les uns et les autres ont amenées. Et ils nous ont balancé ces propositions. Et à nous maintenant de réfléchir. D'accord. Monsieur Christophe Tchao, nous allons marquer une pause pour le journal. Dans une quinzaine de minutes, on se retrouve pour la suite de ce débat lié donc aux réformes politiques. Et puis nous parlerons également de la décentralisation. Merci de rester avec nous. Merci, merci. Axi-Presse, notre invité ce matin, Christophe Adomrekou Tchao, ancien ministre, député à l'Assemblée nationale et le président du groupe parlementaire UNIR. Et on évoque avant la pause les questions liées aux réformes politiques. Monsieur le ministre, monsieur le député, Faure Gnassingbé nous avait dit entre-temps que le lieu idéal pour les réformes, c'est au Parlement. Vous avez entre-temps décidé qu'on va laisser la commission mise en place par le chef de l'État réfléchir et vous revenir. Est-ce que ce n'est pas une façon de lui laisser tout le pouvoir finalement? Non. Je repose la question. Non, le problème ne se pose pas en ces termes. Je pense qu'il y a eu effectivement débat à l'Assemblée nationale, puisque après l'échec des discussions entre les formations politiques à Togo Télécom 2, enfin la deuxième phase, tout le travail est revenu au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons discuté, malheureusement, on n'a pas pu trouver ce consensus idéal que nous recherchons pour aller vers les réformes. Alors, donc, le chef de l'État ne peut pas laisser la situation pourrir. C'est pour ça qu'il a estimé qu'il faut mettre en place une commission qui puisse réfléchir et que cette commission soit la plus large possible. C'est-à-dire qu'il est revenu sur l'initiale proposition de Jean-Pierre Fabre qui demandait à ce que ce soit une discussion politique entre les acteurs politiques et non au Parlement, ce qu'il avait refusé dans le temps. Mais oui, c'est ce que je vous disais que la force de l'ANC, c'est les contradictions qu'ils font revivre le peuple à tout moment. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain c'est le contraire. Mais aujourd'hui, c'est les acteurs politiques qui vont discuter à travers cette commission. Il y a la société civile qui est là, les universitaires, la chefferie, tout ce monde-là. Le travail qui va être fait va ensuite arriver au niveau de l'Assemblée nationale. En ce moment, comme je vous le disais entre-temps,
tous les textes qui viennent et qui subissent des amendements, puisqu'on a ce droit-là, donc nous avons la possibilité d'amender le texte si certaines préoccupations exprimées aujourd'hui dans la proposition de loi ne sont pas prises en compte. On pourra les exprimer, les intégrer pour parfaire le texte. Si cela est pris en compte, c'est tant mieux. Mais est-il que, quelle que soit la nature du texte qui va être conçu par la commission chargée des réflexions, ce texte-là va être débattu de long en large à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on est finalement en train de perdre du temps? Ça fait quand même plusieurs années que l'accord politique global recommande des réformes en profondeur au niveau de l'État togolais, et depuis 2006, c'est le même discours. Non, mais vous savez, gagner un petit peu de temps. Vous savez que l'APG, je l'ai dit, je le répète, pour nous, l'APG, toutes les dispositions qu'on a de l'APG ont été mises en exécution par le gouvernement, les différents gouvernements qui sont succédés. Aujourd'hui, si certains estiment qu'il y a encore un reliquat, mais qu'est-ce que dit l'APG sur les réformes? C'est le consensus. L'APG recommande fortement le consensus. Mais ce consensus-là, si on ne peut pas le trouver, vous voyez qu'il est difficile d'aller vers des réformes. Mais aujourd'hui, l'avantage de la commission, c'est que c'est une première étape. La deuxième étape, ça va être l'Assemblée nationale. Et si après l'Assemblée nationale, nous validons, ou bien nous votons favorablement, à ce moment, on peut aller vers des réformes. Alors à qui profite finalement ce débat qui ne conduit pas à des réformes aujourd'hui? Mais ça profite à qui? Ça profite réellement à l'ANC. L'ANC n'est pas au pouvoir. L'ANC ne veut pas de réforme. Je le dis. Parce que, vous savez, en 2000... C'est votre allié, l'ANC? L'ANC, ce n'est pas notre allié, malheureusement. On aurait bien voulu, mais ce n'est pas notre allié. Mais le problème, pourquoi l'ANC ne veut pas de réforme? Vous savez, quand en 2010, ou bien excusez-moi, en 2014, oui, il y a eu des difficultés sur la première proposition de loi, et que le CAR avait souhaité qu'on revienne, qu'on prenne plutôt 2010, c'est-à-dire si on fait une rétroactivité, que ça soit à partir de 2010. Nous, au niveau de l'UNI, nous avons dit que bon, c'est une proposition sur laquelle on peut réfléchir, c'est-à-dire c'est une base de réflexion. Mais l'ANC a rejeté automatiquement cette proposition. Pour eux, il faut partir de 2005. Mais à partir, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, je voulais tout à l'heure, il nous demande de voir dans la Constitution où est-ce qu'on demande le consensus pour opérer les réformes. Ça c'est un deuxième élément. Mais le troisième élément, lorsqu'ils sont rigides sur leur position pour dire que ce texte-là doit être rétroactif, mais c'est qu'ils ne veulent pas qu'on avance. Mais nous avons eu l'occasion de jeter un coup d'œil dans les tests. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes lectures, mais dans le test, on n'a vu nulle part où on a dit la rétroactivité. Non, ce que je vous dis, c'est-à-dire il y a un débat général, oui, avant de venir au niveau des articles. Que non, quand vous votez le test en l'état, vous risquez d'être surpris après, c'est ça? Non, vous savez, l'UNIR seul ne peut pas opérer les changements. Nous sommes 62 députés. Il faut les 2 tiers. On est 91 à l'Assemblée nationale, UNIR à 62, toute l'opposition rassemblée, c'est 29. Donc, UNIR seul ne peut pas faire des réformes. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire les 4/5e. C'est ça. Je vous dis que quand la proposition de loi arrive, nous faisons ce que nous appelons le débat général. Mais au cours du débat général, chaque groupe expose son point de vue sur le texte. Mais du point de vue sur les principes, si on ne s'entend pas sur les principes, on ne peut pas aller regarder les articles. Donc il faut que dans les discussions générales, nous arrivions à nous accorder, nous arrivions à trouver un consensus pour dire ce texte-là, nous allons faire des réformes, mais c'est un texte qui prendra effet lorsque il sera adopté, lorsque la loi va être votée. C'est-à-dire que ce principe-là, on doit être clair, sans ambiguïté là-dessus. Il y a certains de nos auditeurs qui ont posé des questions sur notre plateforme Taxi Presse. Maintenant, avant de revenir sur certaines questions, est-ce que vous n'êtes pas fatigué, vous aussi, finalement, de cette guéguerre qui dure depuis des années, finalement, sur cette question de réforme? Mais vous savez... Vous écoutez le peuple? N'avez-vous pas le sentiment qu'il est fatigué et qu'il veut qu'on avance maintenant? Attention, j'écoute le peuple tout comme vous. Mais vous savez, nous... On va de temps en temps vers le peuple. Mais quand nous arrivons
c'est la première question, c'est la rue, c'est l'eau, c'est le toit de l'école, c'est le dispensaire. C'est ces préoccupations-là qui sont véritablement accrochées au peuple. C'est ça que le peuple nous pose comme problème. Nous voulons des rues pour aller vendre nos productions agricoles. Nous voulons de l'eau, nous voulons boire de l'eau potable. Parce que ici, pour boire de l'eau, on est obligé de faire 2 km. On est obligé de boire de l'eau de puits, de l'eau de rivière. Nous voulons des écoles pour que nos enfants aillent à l'école et être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça que nous entendons tout le temps quand nous sortons. Les préoccupations des réformes, quand vous le posez, quand vous allez dans un milieu, vous posez ça au peuple, les gens vous diront, ça, c'est vous les politiciens. Nous, ce que nous voulons, c'est notre quotidien, c'est nos problèmes sociaux. Nous voulons que le gouvernement nous aide à les régler. Ce que le Togolais veut aujourd'hui, c'est de manger le matin, le midi, le soir, c'est de se soigner quand il est malade, c'est de trouver de l'eau potable pour boire. Les réformes, c'est une bonne chose. Mais en même temps, excusez-moi, mais quand on parle de la gestion d'un État, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas que se soigner. Mais bien sûr. Il y a la gouvernance politique. Exactement. Alors quand le pays est en proie à des crises politiques, vous ne pensez pas que ça peut avoir forcément de répercussions justement sur les questions sociales? Tout à l'heure, on va aborder un pan de la question sociale. Mais c'est ce que je dis. Je dis que les réformes, c'est une bonne chose. Mais dans cette opération des réformes, il faut aussi tenir compte de ce qui est bien pour le peuple. Nous voulons des réformes, mais s'il ne faut pas faire des réformes pour que ces réformes soient un problème demain, c'est-à-dire puissent paralyser le fonctionnement des institutions demain. C'est pour ça qu'au départ, lorsque le principe est posé, il faut discuter et trouver ce consensus idéal. Parce que le problème de consensus, ce n'est pas nous qui le disons. L'APG l'a dit clairement. Les évêques l'ont rappelé dans leurs lettres pastorales. L'Union européenne, les États-Unis nous l'ont recommandé. La CEDEAO, dans son acte, dans son protocole, le recommande aux États. Donc ce n'est pas UNIR qui veut le consensus. Mais comment voulez-vous qu'on puisse opérer des réformes si on ne peut pas trouver un cadre consensuel? Le consensus suppose que les Togolais puissent se parler et s'entendre sur le minimum. Alors si vous n'arrivez jamais à vous entendre, vous, au niveau de UNIR, le groupe parlementaire UNIR, et puis ceux qui ont émis le vœu d'un changement en profondeur avec cette proposition de loi, si vous n'arrivez jamais à vous entendre, la solution à votre niveau serait qu'on interroge directement le peuple, c'est-à-dire aller à ce référendum, parce qu'il y a des bruits de couloirs depuis plusieurs années, enfin, je veux dire plusieurs semaines maintenant. Oui, non, mais le référendum, dans certains pays, on le fait. En Côte d'Ivoire, on l'a fait. Au Mali, ils s'apprêtent à aller au référendum. Et si c'est le référendum qui peut permettre de clarifier la situation, de trouver une porte de sortie par rapport à ces réformes-là, il reviendra au peuple togolais alors de se prononcer si jamais ce référendum est convoqué. Vous êtes dans la logique là aujourd'hui, je ne suis pas forcément dans cette logique-là. Parce que le texte qui est en train d'être mûri, quand il viendra à l'Assemblée, on va se prononcer. Parce qu'en matière de réforme, la Constitution indique 2 procédures. Vous avez l'Assemblée nationale, qui, si le texte est voté aux 2/3, dans ces conditions, le chef de l'État est obligé de convoquer un référendum pour que le peuple se prononce là-dessus. Le chef de l'État peut saisir lui-même directement le peuple à travers le référendum pour se prononcer là-dessus. L'accord politique global, l'APG, a aussi indiqué le référendum dans ces dispositions. Donc vous avez toutes ces possibilités, mais nous n'en sommes pas à ça aujourd'hui. Ce que j'ai dit, je dis que si demain, la Commission faisait un travail qui prend en compte les préoccupations de l'ANC et le texte arrive à l'Assemblée nationale, certainement qu'ils seront les premiers à acclamer ce texte-là. Mais si ce n'est pas le cas, ils font leurs amendements. Si leurs amendements trouvent un cadre consensuel, on pourra se prononcer favorablement pour ce texte-là. Aujourd'hui, tout le monde fait comme si la proposition de loi qui est déposée, quand je dis tout le monde, je veux parler de ADI et de l'ANC particulièrement. Mais ils font comme si la proposition de loi qu'ils ont déposée, nous devons la voter les yeux fermés. Mais ce n'est pas comme ça.
tous les textes qui viennent... vous, au niveau de l'UNI, vous n'introduisez pas votre proposition de loi? Mais notre proposition, il y a une commission qui a de faire ce travail-là. Ah, c'est la commission qui vous représente finalement? Non, attention, elle ne nous représente pas. Tout le monde, ce qu'elle a de faire, elle fait un travail qui est, je l'ai dit, beaucoup plus large. Non, oui, mais en même temps, c'est une question. Ça fait quand même plusieurs fois qu'au Parlement, l'opposition a toujours fait des propositions de loi qui n'ont pas abouti. Mais attention, c'est une seule... Vous n'introduisez pas votre proposition de loi sur les réformes. Non, sur les réformes, oui. Non. Nous sommes au pouvoir. C'est UNIR qui est aujourd'hui au pouvoir, n'est-ce pas? Oui. À partir du moment où le gouvernement initie une commission pour réfléchir, le groupe parlementaire UNIR n'a plus... Il n'y a plus de raison de faire une proposition de réforme. Non, vous êtes élu par le peuple. Non, attention. Vous n'avez rien à voir avec le parti au pouvoir. Attention, c'est nous qui... Je dis bien, c'est UNIR qui est au pouvoir. Oui. N'est-ce pas? Mais vous êtes élu par le peuple. Attention, mais nous sommes élus par le peuple. Mais nous avons l'obligation de soutenir l'action du gouvernement. Ça, c'est dans tous les États, c'est comme ça. Même si le gouvernement fait mal. Mais non, c'est une question. C'est juste une question. Si le gouvernement fait mal, comment? Si le gouvernement amène un texte qui n'est pas bon, nous l'amendons, nous le corrigeons. Et on le fait. Ce travail-là, on le fait. Donc, faire mal, c'est peut-être au lieu de mettre A, le gouvernement a écrit I, et le texte, c'est pas grave. Et le texte est arrivé à l'Assemblée. Là, nous corrigeons. Nous disons qu'ici, au lieu de I, c'est A qu'il faut écrire. Donc ça, nous le faisons. Pour nous, c'est comme ça que le gouvernement peut faire mal. Et il fait mal à travers un texte qui nous est soumis. Nous faisons les amendements nécessaires et à la fin, on se prononce. Vos amendements, j'ai lu, vous avez déclaré qu'au niveau du gouvernement, justement, vous faites des amendements et consorts. Vous avez amendé aujourd'hui la dette publique de l'État tourne autour de 2200 milliards de francs CFA. Ça veut dire que vous avez toujours avalisé ça. Ne pas avaliser, attention. Quand le gouvernement engage, nous sommes sur la gestion publique. Oui. C'est la loi des finances qui viendra à l'Assemblée nationale à partir d'octobre, puisque ça va être la session budgétaire. Mais assister pour voir quelle est la contribution, bien les avis qu'émettent les députés du groupe parlementaire uni. Lorsque nous discutons, là où le gouvernement n'a peut-être pas bien géré, nous le disons. Nous le disons. Avec quel effet? Mais l'effet, c'est que le gouvernement, il prenne quand même des dispositions pour pouvoir corriger. Mais c'est comme ça. Puisque notre rôle, hein, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. C'est ça. Et ce contrôle s'exerce à travers plusieurs canaux. Mais lorsque la loi des finances arrive, nous sommes dans le cadre financier, budgétaire, de la gestion des finances de l'État. Et là, dans ces conditions, nous regardons ce que le gouvernement a fait au cours de l'année écoulée. Et s'il y a des propositions, s'il y a des amendements à faire, des suggestions à faire, nous le faisons pour que l'année qui va venir, le gouvernement puisse en tenir compte dans sa programmation. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, l'endettement public de l'État qui tourne autour de 2200 milliards de francs CFA? Non, vous savez, les États les plus puissants sont très endettés, peut-être 1000 fois la dette du Togo. Quand on prenait la France, on prenait les États-Unis c'est le pays le plus endetté au monde. Ces États sont fortement endettés. Mais un État... Ça veut dire que ça ne vous inquiète pas ce qui se passe au Togo? Non, un État, si tu ne t'endettes pas, tu ne peux pas développer le pays. Parce que les ressources que nous avons... Malheureusement, excusez-moi de vous contredire, mais on s'est tellement endetté qu'aujourd'hui, le FMI nous a dit que nous ne sommes plus en mesure ou capables de demander des financements. Ce que je veux dire, on s'est endetté pour construire. Oui. C'est ça. On s'est endetté pour construire. Mais c'est parce que les recettes dégagées par nos régies ne sont peut-être pas suffisantes pour faire face à la construction des hôpitaux, des infrastructures et tout cela. Donc on est obligé d'aller sur le marché financier pour pouvoir s'endetter, pour pouvoir construire les infrastructures, développer le pays. Mais à ce moment, quand on dit halte, vous avez atteint le plafond, ben, dans ces conditions, on s'arrête, on essaie de rembourser une partie et après on relance. Mais dans tous les États, c'est comme ça. Tous les États sont endettés. Il n'y a pas un seul pays qui aujourd'hui peut dire, moi, je construis mes infrastructures, je fais mon développement à partir de mes propres ressources. On a organisé des élections dans ce pays sur fonds propres. Mais oui, sur fonds propres. Mais oui, non, ça, c'est des opérations... Ce sont les Européens qui nous aident. C'est des opérations ponctuelles. C'est-à-dire, je veux dire, peut-être chaque 2 ans, ou chaque 3 ans, ou chaque 5 ans, on fait une opération ponctuelle. Mais le développement, c'est des opérations de tous les jours.
des actes de tous les jours. Donc, il faut agir tous les jours. Les écoles, les routes, les pistes, l'eau, tous les jours que Dieu fait, le gouvernement doit régler ces problèmes-là. C'est une parenthèse que nous sommes en train d'ouvrir, on va la refermer tout de suite, mais vous avez parlé du développement social, des infrastructures, vous autorisez le gouvernement à appliquer, n'est-ce pas, cette loi, et puis après à développer des infrastructures. Vous avez connaissance quand même, puisqu'on parle de contrôle de l'action gouvernementale, vous avez connaissance de la fameuse route Lomé-Vaughan-Enfoin. Au Parlement, que faites-vous? Entendez-vous les cris des riverains, des populations, tout le long de ce trajet? Que faites-vous depuis plusieurs années maintenant? Non, votre question me fait sourire. Mais ah oui? nous aussi, nous crions. Ah oui, nous aussi, nous crions. Vous n'êtes pas audible. Mais non, mais bien sûr, nous aussi, nous crions. Nous crions. Ce n'est pas seulement les riverains qui crient. Tous ceux qui empruntent cette voie, même si vous n'êtes pas un riverain, vous criez. Et je crois que le ministère des Infrastructures a été interpellé au Parlement sur cette question. Il s'est prononcé. Le gouvernement également s'est prononcé. Mais ce qui est sûr... Qu'est-ce qu'il a dit le ministre Oignon Femme? Non, mais ce qu'il a dit, c'est que cette route va être faite. On ne peut pas abandonner... Oui, mais on sait que ça va être fait, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on a remis de l'argent aux gens de faire le travail. Ils ne l'ont pas fait. Le Premier ministre, Selom Klassou, est retourné sur le terrain avec le ministre Nissa Oignon Femme pour dire qu'on va maintenant confier le chantier à des Chinois. On les a vus quelques jours. Ils sont repartis. Le ministre des Finances et de l'Économie était à l'Assemblée nationale chez vous. Oui. Il a dit qu'il n'en sait pas grand-chose sur la nouvelle attribution. Et aujourd'hui, on en est là. Le peuple veut savoir ce qui se passe. Mais ce qui se passe, vous savez, sur cette route principalement, je peux vous dire que le gouvernement, ce qui est sûr, il y a des apports de solutions qui sont en train d'être recherchées. C'est-à-dire que les solutions vont être trouvées à cette route. Vous avez un discours diplomatique. Non, ce n'est pas un discours diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut être optimiste. Le gouvernement ne peut pas abandonner cette voie-là. Cette route, elle est tellement capitale qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de se pencher sur cette question pour la remettre en l'état pour que les usagers soient à l'aise. Mais, vous savez, quand le gouvernement est venu, le Premier ministre s'est exprimé, mais il ne faut pas penser que c'est des idées en l'air. C'est des idées qui sont en train d'être matérialisées. Même si aujourd'hui on n'a pas vu le jour, dites-vous que d'ici demain, c'est des solutions qui vont aboutir et que cette route-là sera refaite. Ça veut dire qu'au niveau du Parlement, vous pouvez être amené à diligenter des enquêtes pour savoir les tenants et les aboutissants de cette route finalement qu'on a confiée aux gens et que depuis plusieurs, 2 ou 3 ans, qu'ils n'ont pas réalisé. Mais si cela s'impose, on le fera. Vous ne le faites jamais. Non, mais ce n'est pas qu'on ne le fait jamais. C'est pas qu'on ne le fait jamais. Ça veut dire que ça ne s'imposait pas, c'est ça? Si aujourd'hui, puisque les gouvernements s'expriment sur la question. Donc nous estimons que le gouvernement est en train de prendre les dispositions nécessaires pour que cette route-là soit refaite. Alors, mais si d'aventure ces dispositions ne sont pas refaites, c'est tellement que nous allons reconvoquer le gouvernement à l'Assemblée nationale pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants. Et ça nous permettra de voir quelle action il faut mener. Et Christophe Tchao, vous avez invité récemment Nissa Oignon Femme, mais apparemment il n'est pas venu. Ces derniers jours, il n'est pas venu à l'Assemblée. Non, il est en mission, il est en déplacement. Effectivement, il y a une question qui lui est adressée, mais très clairement, au niveau de la plénière, on nous a fait comprendre qu'il n'était pas sur le territoire national. Il va revenir, et il ne va pas s'éterniser, il reviendra. Donc la question est là, le jury sera de retour, il passera pour répondre. Parfait. Alors, on va évoquer la décentralisation, parce que c'est l'autre pan de discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant création des communes au Togo a été voté récemment, ou en étude. C'est ça? Tout à fait. Elle est en étude au niveau de la commission des lois. Ce matin même, j'y étais. Donc, c'est pour l'adoption du rapport de la commission. Et le vote sur la création des communes interviendra certainement le mardi prochain. Mardi prochain. Alors, quelle est votre position sur ce sujet? Parce qu'on voit déjà au niveau de l'opposition parlementaire, on est en train de crier au loup, tel que vous avez compartimenté les choses. Non, vous savez, nos amis de l'opposition, je pense que c'est une question de bon sens. Cette loi, le texte a été conçu au niveau de l'Assemblée nationale lors des discussions au niveau de la commission. Ça a été un peu chaud. Mais je crois que c'est de l'incompréhension. Dans le découpage actuel, c'est vrai, nos amis de l'opposition estiment qu'il faut tenir uniquement compte
de la démographie et ponctuer, hein, c'est-à-dire faire des équilibrages. Mais le gouvernement a défini des critères. Et dans ces critères, il y a la démographie, il y a également la géographie, c'est-à-dire l'étendue. Alors, donc, il y a les critères sociologiques. Oui. Et tous ces critères sont mis ensemble. Mais eux, ils estiment qu'il faut simplement prendre un critère démographique et faire des pondérations. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que nous leur avons dit, si vous prenez le cas des États-Unis, vous avez ces 2 sénateurs par État. Mais vous avez des États très vastes, mais c'est 2 sénateurs. Vous avez des États très peuplés, c'est 2 sénateurs. Parce que c'est c'est 50 sénateurs. On a aussi des États vastes, puisqu'on est aux États-Unis, avec des grands électeurs. Parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont grands. Nous voulons parler. Oui, ils sont grands. Ça dit que qu'est-ce que l'étendue du territoire? Quelle que soit la population du territoire, c'est 2 sénateurs. Puisqu'il y a 50 sénateurs, c'est 100 sénateurs qui représentent la Chambre haute. Donc, on n'a pas, si on devait tenir compte de la démographie, vous verrez que des États auraient 5 sénateurs, d'autres 2, d'autres 1. Mais c'est un principe qui a été adopté, c'est comme ça. Chez nous ici, ils sont partis sur la base du fait que chaque préfecture a 2 communes. Chaque préfecture. Maintenant, on a fait la pondération avec les certaines grandes préfectures et on va jusqu'à 4 communes pour certaines grandes préfectures. Alors, eux, ils estiment qu'au niveau de Lomé qui est peuplé, très peuplé, il faut tenir compte de la démographie et créer les communes en fonction. Alors, si on tient compte de Lomé, on a fait les calculs, on va aller à près de 240 communes au niveau de Lomé. Mais c'est pour ça que le gouvernement a estimé qu'il faut pondérer en tenant compte du critère géographique. Parce que l'élu de Lomé, pour parcourir sa commune, mettra moins d'1 heure. Mais que vous prenez l'élu d'une zone comme Pendjal, comme l'Est Mono, comme la plaine d'Omo, vous allez mettre 1 journée. Parce que la commune est grande. Oui, par superficie, mais les habitants. Mais oui, mais qu'est-ce que le gouvernement vise à travers les communes? C'est le développement de nos localités. C'est pour développer les localités. C'est-à-dire que faire en sorte que dans les communes où il n'y a pas d'infrastructures scolaires, sanitaires, routières, il faut les mettre. Et les partenaires veulent aider les communes à construire ces infrastructures. Donc c'est pour ça que ces cantons qu'on a regroupés, qui constituent un territoire vaste, il y a d'énormes problèmes sociaux, d'infrastructures à réaliser dans ces communes-là. Et les partenaires en venant, puisque désormais c'est ces communes qui vont gérer directement les financements des partenaires. Donc ça permet d'installer dans ces communes tout ce qu'il faut. Et l'exode dont on parle, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi dans nos milieux. C'est dans la logique aujourd'hui de la décentralisation, c'est ça? Mais c'est ça. C'est ça, c'est dans la logique de la décentralisation. C'est pour ça que si on tient compte de la démographie, bon, au niveau de Lomé, on va créer 240 communes, uniquement au niveau de Lomé, parce que Lomé, c'est une zone peuplée, mais ça ne va pas résoudre le problème. Aujourd'hui, ce qui se fait à Lomé, le gouvernement est à Lomé. Vous savez, le gouvernement travaille beaucoup plus à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Donc il supplée. Est-ce que ce n'est pas une aberration? Non, ce n'est pas une aberration. Ah oui? Oui. Mais on gère tout un État, pas une... Non. Vous savez, Lomé, c'est la vitrine. C'est tout ce qui vient atterrir. Il y a une préférence quand même. Ce n'est pas une préférence, c'est une obligation. C'est une obligation. Dans tous les États, on met quand même le paquet pour que la capitale puisse présenter un visage assez rayonnant, assez beau. Donc, le gouvernement a quand même cette obligation. Et ça, c'est tout à fait logique. Quand vous sortez, vous allez dans une capitale, dans un pays, vous voyez que la capitale est dans un état piteux, mais vous dites que vraiment ce pays-là, vous jugez le pays à travers la vision que vous avez de la capitale. Donc, nous disons que ici déjà, les efforts que le gouvernement fait au niveau de Lomé, les communes, c'est pour ça que le gouvernement a essayé d'en créer en tenant compte de la population, mais aussi de l'étendue, donc de la géographie, pour ne pas aller à 240 communes, avoir un nombre raisonnable pour permettre que le travail
qui va être fait soit bien fait et que ça puisse atteindre tout le monde. Alors pourquoi ça traîne finalement au niveau de la décentralisation? Non, je pense que ça ne traîne pas. Je pense que le problème, c'est le vote de cette loi sur la création des communes. Qui va enclencher le processus. Alors si mardi, l'Assemblée nationale vote cette loi, il y a une série de textes, selon ce que le ministre de la Loi sur la décentralisation nous a... Mais ça, elle va être votée. Parce que vous êtes majoritaire au Parlement. Non, ce n'est pas une question de majorité, c'est une question de bon sens. Nous ne serons pas les seuls à voter la loi. Si vous venez le jour là, vous verrez que certains députés vont certainement, si les autres ne votent pas, visiblement, ils ne voteront pas. D'ailleurs, l'ANC sera en conférence de presse cet après-midi à son siège pour revenir sur le sujet, probablement pour dire qu'il ne votera pas le test si il reste en l'état. Mais vous savez, la discussion, l'ANC, ils ont eu une position claire. Et ils sont même allés sortir des mots que je ne veux pas reprendre sur vos plateaux ici, qui montrent une certaine partition du pays. Et c'était grave. Nous l'avons dit que c'était triste d'entendre de la part de leur président, du président de l'ANC, prononcer certains mots, nord-sud, tout ça. Mais ce n'était pas... C'est un langage nouveau à l'Assemblée. Moi, ça fait 4 ans que je suis là-bas, j'ai jamais entendu quelqu'un s'exprimer en termes nord-sud. Mais le président de l'ANC, Fabre, l'a dit clairement. Il s'est exprimé sur ces termes nord-sud par rapport à cette loi. En même temps, c'est une réalité quand même au Togo. Non, le Togo est toujours divisé en nord-sud. Non, le nord-sud, est-ouest, ça c'est les points cardinaux. Là, c'est des points cardinaux. Nord-sud, est-ouest. Mais ceci étant, sur le plan politique, nous pensons qu'un leader politique qui aspire à occuper le fauteuil présidentiel dans ce pays ne veut pas s'exprimer en ces termes-là. Non, ce n'est pas... Parce que si le gouvernement... Et ce serait de l'hypocrisie. Pose un acte... C'est ce que le problème demeure sur le terrain. Le problème ne demeure pas sur le terrain. Le problème demeure dans la tête de ceux qui pensent que ce problème existe. Parce que dans la conception du gouvernement, le gouvernement ne peut pas concevoir un projet de création de communes, cette base-là. Je vous ai dit qu'ils sont partis sur la base de création de 2 communes par préfecture. Donc que la préfecture soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, elle a 2 communes au départ. Maintenant, les plus étendues ont eu au-delà de 2, soit 3, soit 4. Jusqu'à la limite, c'est 4. Donc pour tenir compte de la démographie et de certains critères. Donc, ce n'est pas dans les critères du travail gouvernemental, ni même à l'Assemblée nationale, nous n'avons jamais travaillé sur cette base-là. Alors, ceci, c'était une parenthèse. Mais pour revenir fondamentalement sur ce texte, je pense que mardi, quand ce projet de loi va être voté portant création de communes, ça va déclencher tout le processus. Parce qu'il y a des séries de textes qui vont suivre pour permettre au gouvernement de lancer le processus pour que nous puissions aller aux élections locales. Alors, on nous signale que le ministre Nissao Nyonfam sera chez vous, au Parlement, cet après-midi même. Sûrement, vous n'êtes pas au courant. Si, je sais qu'il y a bon, je ne sais pas qu'il est rentré, mais je sais que cet après-midi, nous avons... Un député vient de me confirmer quand même qu'il sera au Parlement cet après-midi à 15h. Voilà. Il y a quelques questions, on va devenir sur l'aspect social, parce que la question de la pauvreté est réelle au Togo et beaucoup plus au nord de notre pays, mais il y a quelques réactions, interrogations de certains de nos auditeurs pour comprendre votre pensée. Il y a un auditeur qui dit, est-ce que l'ANC a écrit le nom de Faure Gnassingbé dans la proposition de loi clairement? Pourquoi vous parlez de la loi ou de loi personnelle? Non, mais quand vous dites qu'il faut partir de 2005, dans la tête de la personne, là, 2005 c'est qui était là en 2005? Faure Gnassingbé. Qui était là en 2010? C'est toujours lui. Alors, donc c'est clair. Ils n'ont pas... Mais pourquoi ne pas dire à partir de 2000? Pourquoi ils disent ça partant de 2000 ou partant de 2010? Ou bien commençons à partir de 2015 quand la loi sera votée. Et ils indiquent forcément 2005. Mais c'est ça. Donc tout le système tourne autour de ça. Ce n'est pas, on n'a pas besoin d'écrire. Nous tous nous lisons dans les yeux. On se lit dans les yeux. C'est ça la politique. Mais c'est ça la politique. Il faut lire, il faut anticiper. Sinon tu seras avalé tout cru. Ah oui? Ah oui, mais c'est comme ça la politique. Ce n'est finalement pas un jeu que vous jouez au Parlement. Non, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je suis certain que si aujourd'hui nos amis de l'ANC acceptent qu'on recherche le consensus, on y arrivera. Il suffit qu'ils vous
qu'ils vous disent que Faure Gnassingbé n'est pas visé. Non, et qu'ils ne nous disent pas que montons-le dans la Constitution l'article qui parle de consensus. Qu'ils laissent tomber ça et qu'ils se disent dans leur tête que nous faisons un pas en avant. Je vous ai dit qu'au niveau de UNIR, on a avancé. Ce n'était pas ça notre conception de départ, mais on a avancé. Mais eux, et ils ont fait quel pas? Ils n'ont pas fait. De dire que est-ce que c'est à l'opposition de dire au président d'être candidat ou c'est à la Cour constitutionnelle de le faire? Non, la Cour constitutionnelle, elle est là pour apprécier les choses par rapport à la Constitution. C'est-à-dire ce qui est écrit, c'est ça, dans la Constitution, c'est ça qu'elle doit rechercher. Est-ce que tel candidat remplit les conditions fixées par la Constitution? Je le dis et je le répète, l'ANC nous a proposé qu'on fasse un accord politique avec UNIR et l'ANC. Pour régler le cas de Faure Gnassingbé, après que le test soit voté. Mais dans ce pays, on se connaît, un accord politique, ça veut dire quoi? On a signé des accords politiques pour aller à la conférence, on a dit que ça n'engage que leurs signataires. Dans ce pays, on se connaît. C'est ça votre peur? Non, ce n'est pas notre peur. Est-ce que les acteurs... vous avez peur quand même que qu'ils vous roulent? Ce n'est pas qu'on a peur. Ce n'est pas qu'on a peur. Est-ce qu'on a confiance en eux? Est-ce qu'ils ont confiance en nous? C'est ça. Il faut que la confiance puisse régner entre les acteurs politiques. Mais aujourd'hui, si vous les prenez, est-ce qu'ils ont confiance en UNIR? Mais c'est ça. De votre point de vue? Mais moi, je n'ai pas confiance en eux. C'est pour ça que nous recherchons plutôt ce consensus-là pour que nous puissions travailler. C'est-à-dire qu'on se prononce clairement. Puisque dans le débat général, vous savez tout ce qu'on fait, il y a un rapport qui ressort à la fin. Et c'est ce rapport que nous allons adopter. Donc chacun s'exprime dans le débat général et vos points de vue sont consignés dans le rapport. Voilà, donc c'est ça qui est important. Il faut se prononcer clairement sur le principe au départ. Il y a un autre auditeur qui dit, tout à l'heure vous évoquez le cas de l'Allemagne, il dit, est-ce que vous voulez un régime parlementaire au Togo comme en Allemagne? L'ajournement de l'examen que vous demandez est-il conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale? C'est conforme. Aujourd'hui, vous avez arrêté tout au niveau de la commission? Non, on n'a pas... Bon, en fait, c'est ajourné. C'est ajourné. C'est-à-dire que l'article 56 du règlement intérieur donne cette capacité au président de l'Assemblée nationale d'ajourner une proposition de loi. Et avant d'ajourner, il a donné la parole aussi bien au groupe UNI, au groupe ANC. On s'est prononcé chacun sur la question. Mais l'ajournement ne veut pas dire le rejet. Donc vous n'avez pas encore rejeté le test? On ne peut pas rejeter. Le texte a été, la proposition de loi a été ajournée. Et nous attendons que la proposition, ou bien le projet de loi sur la réforme qui est en train d'être, le texte est en train d'être réfléchi au niveau de la commission, nous parvienne. Et en ce moment-là, nous verrons. D'accord, ça veut dire que vous avez sciemment arrêté le processus au niveau du Parlement, attendant ce qui viendra au niveau de la commission. Non, pas sciemment. Sciemment veut dire que c'est illégal. Je dis que c'est par rapport à notre règlement intérieur que le président a proposé un ajournement. Cet ajournement... Ajournement attendant la commission. Pas attendant la commission. Ajournement attendant que le projet, le travail qui est en train d'être fait au niveau de la commission... Vous parvienne. Nous parvienne. C'est la même chose, non? Non, ce n'est pas forcément la même chose. Alors, lorsque ce travail nous parviendra, si leurs préoccupations sont intégrées, vous verrez que leur proposition de loi tombe d'elle-même. Si ce n'est pas intégré, ça va être le moment de les intégrer. C'est ça. Alors, un autre auditeur qui dit que les discussions sur les réformes prennent en compte toute l'opposition ou bien c'est entre vous, UNI et l'ANC? Non, en réalité, moi je ne peux pas répondre à cette question. Je crois qu'il revenait à ceux qui ont fait la proposition de loi de travailler avec les autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et les partis politiques peut-être qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Lorsque le texte est posé, nous nous prononçons par rapport à notre cas uni, à notre position unie. Maintenant, je sais que la proposition de loi est faite par ADI et l'ANC. Qu'est-ce que les autres partis politiques en pensent? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est les deux partis seulement qui ont fait la proposition de loi. Ces derniers jours, on a vu le regroupement de 11 partis politiques qui ont pour mission d'unifier leurs forces, aller sur le terrain, mobiliser les populations, leur faire comprendre que c'est à elles, finalement, de prendre leur destin entre les mains. Ça vous inquiète? Non, pas du tout. Pourquoi?
Mais chacun a son... La population, nous tous, nous faisons pas de la population. Hein, chacun s'adresse à la population. Chacun parle à la population. Et la population, elle aussi réfléchit. Hein, elle aussi réfléchit. Donc, si eux, ils vont vers la population, tous les autres partis vont vers la population. Mais il revient à la population de voir et d'écouter, de comprendre. C'est un peu comme ce qu'on est en train de faire ce matin. Vos éditeurs, ceux qui nous écoutent, ils comprennent. Ils vont faire la part des choses. Ils vont voir de quel côté véritablement le problème se pose. Mais l'essentiel, c'est d'arriver quand même à faire ces réformes-là, mais comme je l'ai dit, que ce soit dans un cadre consensuel. Christophe Tchao, le problème de pauvreté au Togo semble réel. Que faites-vous? Avez-vous une partition à jouer, même étant au Parlement? Vous avez dit tout à l'heure que c'est vous qui êtes au pouvoir, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, sur quel mécanisme jouez-vous pour changer la condition des Togolais? Ou ne souffre-t-il pas suffisamment à vos yeux? Non. Je vous ai dit tout à l'heure, nous allons sur le terrain, donc ces problèmes-là, nous les vivons, nous les voyons. On nous a renseigné que quand vous allez sur le terrain, vous leur donnez des gadgets, les 2000 francs, il y a un confrère, je pense, The Guardian qui évoque ce matin l'achat de conscience à peu près. Est-ce que c'est vrai, ce qui nous parvient? Moi, je ne sais pas ce qu'ils appellent l'achat de conscience. Achat de conscience de qui? De quoi? Mais c'est... Nous, le problème de pauvreté, quand vous allez, même au niveau du gouvernement, ils vont vous donner, moi je n'ai pas ces chiffres ici, l'indice de pauvreté hein, du sud au nord, il est très élevé. Très élevé par rapport à chaque région. Nous savons qu'il est plus élevé dans la région des savanes. Oui. Voilà. Mais ces indices de pauvreté, le gouvernement travaille pour les rabaisser. Quand on prend les différents programmes du gouvernement, vous avez aujourd'hui le PUDC. Le PUDC, c'est quoi? C'est pour essayer de réduire ces écarts de pauvreté, pour essayer de mettre les infrastructures dans ces localités qui sont tellement pauvres, qui n'ont pas ce minimum-là. Vous prenez le FNFI, le Fonds national de finances inclusives, qui a été aussi un programme qui a été mis en place par le gouvernement en faveur Vos détracteurs évoquent justement qu'on ne peut pas résoudre le problème de pauvreté avec le FNFI. Non, c'est qu'ils ne vont pas, ils sont à Lomé. Vous savez, c'est des gens qui sont à Lomé et qui sortent sur les antennes pour s'exprimer. Quand vous allez dans les villages... À l'intérieur du pays, dans les villages reculés on empêche par moment certains leaders de partis politiques de faire leur meeting, vous savez. Mais le président du PNP que nous avons reçu ici, qui nous a renseigné sur ce qui lui est arrivé quand il a fait la tournée à l'intérieur du pays. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous savez... Aujourd'hui, dire que vous êtes dans telle localité, on vous a empêché de faire votre meeting, moi je ne crois pas. Si vous avez peut-être des problèmes personnels, ou alors vous avez eu un comportement déplacé, oui. Ça c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec vos idées politiques. Donc sinon, tous les acteurs politiques se déplacent. Et comme je le disais, quand vous allez, mais quand vous voyez la bonne femme qui est au bord de la rue, qui grâce au LFI a pu faire un petit projet de vente de bouillie, de beignets, de ceci. Il y a des jeunes qui sont lancés dans les cultures avec ce fonds. Et je pense oui, agressif. Donc je pense que ça permet aujourd'hui réellement de relever un peu le niveau de vie de ceux qui en ont bénéficié. Quand vous touchez tous ces bénéficiaires dans les localités, les gens vraiment ont apprécié. Maintenant, il y a peut-être quelques imperfections. C'est ça qu'il faut essayer de redresser, de corriger pour que ce fonds puisse véritablement jouer son rôle. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction quand nous prenons le côté du FNFI. Alors, le PUDC a commencé un travail. Et ce travail, ce n'est pas un travail qui va se limiter dans le temps. C'est un travail qui va se faire durablement. Et je pense que ça va permettre de régler certains problèmes au niveau de nos régions, de nos villages, et puis les hameaux les plus reculés. Alors, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, il y a une question que j'ai réservée pour la fin, peut-être qui vous permettra de vous résumer. Oui. L'auditeur nous dit, et il nous a appelé mercredi, ici à l'antenne, il disait que comme ils n'ont pas droit à appeler directement dans l'émission, mais de recueillir sa question pour vous ce matin, Monsieur Komi, qui veut savoir ce que UNI propose concrètement face à la proposition de loi de ANC ADI.
Mais je pense que tout le débat a tourné autour de ça. Ça sert de conclusion. Oui. Bon, non, oui, bon, je vais tirer rapidement la conclusion. Je vais commencer en disant que pour tous les militants et sympathisants de UNIR qui se posent la question sur le Congrès, oui, je voudrais les rassurer. On a eu une assemblée générale constitutive à Tapamé, oui, pour le préciser ainsi. Et aujourd'hui, le Congrès aura lieu. Même si dans les jours, les semaines à venir, on ne le faisait pas, il faut qu'il soit rassuré que le Congrès se prépare. Il se tiendra dans ce pays pour nous permettre de réorganiser les choses. Le travail, il y a un travail qui est fait, qui prend en compte tout ce que nous avons vécu aujourd'hui comme pratique, ce qui a bien réussi, ce qui n'a pas réussi, tout cela a été pris en compte et que le Congrès aura lieu pour corriger tout ça. Fogna Singh sera toujours votre champion. Non, ici ce n'est pas une question de champion, c'est les militants qui désignent. Donc je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des militants. Si le moment venu, nous n'avons pas un candidat, c'est tellement que les militants proposeront. Mais vous allez quand même voter Fogna Singh en 2020. Ça c'est intérieurement, oui, je peux avoir une idée personnelle, mais c'est l'idée de tous les militants qui priment. Sur moi, mon idée. Moi, je suis quoi? Je suis qu'un individu. Mais quand les militants... Vous êtes quand même un membre influent de l'UNIR. Non, influent, c'est exagéré. Vous êtes le président du groupe parlementaire UNIR. Vous n'en êtes pas conscient? Mais comment? Je suis président du groupe parlementaire UNIR. Vous êtes un parti? Non, mais vous avez dit influent, c'est pas que je vous dis. Ah, vous n'influencez rien? Non, non, cher ami. Attendez, vous n'influencez rien? Vous êtes quand même le président du groupe parlementaire. Mais un président n'est pas là pour influencer. Mais le président, il est là pour servir. Mais c'est ça, je suis un serviteur. Vous recevez que des ordres, c'est ça? Mais quand je dis servir, ça dit servir les collègues députés. C'est ça. C'est-à-dire, je suis président, c'est pour servir. Servir tous les collègues députés. Ce n'est pas pour les influencer. D'accord, la question principale maintenant. Alors oui, bon, la question pour unir concrètement face à la proposition de loi ANC a dit. Non, unir dit ceci. Si aujourd'hui l'ANC veut réellement qu'on aille vers les réformes, il faut qu'il fasse un pas en avant pour rechercher le consensus qui est indispensable à toute réforme. Ça, c'est notre première position. La deuxième position, nous disons que le gouvernement a mis en place une commission qui est en train de faire un travail. Ce travail porte sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et ce travail, dès qu'il sera achevé, va arriver à l'Assemblée nationale pour être voté. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut étudier un premier texte, le voter, après un deuxième texte va venir, il faut encore le voter, comme une fois on va modifier la constitution dans un pays, dans une année. Donc nous attendons ce travail qui va arriver. Nous verrons si les préoccupations de l'ANC sont prises en compte. Si c'est pris en compte, on va en débattre, on va amender, on va voter. Si ce n'est pas pris en compte, l'ANC aura la latitude ou la possibilité en ce moment de proposer ces amendements, et ces amendements pourront être intégrés si elles recueillent l'assentiment pour que le texte soit voté. Voilà un peu. Je voudrais rassurer les uns et les autres que UNIR n'est pas contre les réformes. UNIR veut les réformes, mais UNIR veut que ça se fasse dans un cadre consensuel qui puisse prendre en compte les préoccupations aussi bien des partis politiques, la société civile, les universitaires, les paysans, que toute cette préoccupation-là soit prise en compte dans les réformes que nous voulons tous. Ça, c'est la position du parti politique UNIR, mais j'ai eu une préoccupation singulière. Vous voulez l'entendre? Il n'y a pas de problème. Nous avons déjà reçu l'ANC sur ce plateau sur presque cette même question. Oui. On vous reçoit aujourd'hui. Est-ce que vous serez partant pour un débat contradictoire dans 2 semaines sur nos antennes? Non, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous avons déjà fait les débats contradictoires avec l'ANC. Ça, c'est au Parlement? Non, même à la TVT. Moi, j'étais à la TVT avec ma collègue Améganvi, oui. Et puis, il y avait aussi, je crois, le ministre Bawara, Bawara qui était là. En 2014, on a fait un débat, il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce que vous acceptez notre invitation dans 2 semaines environ pour un débat contradictoire? Non, 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 on est là, nous sommes là pour débattre, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Christophe Tchao. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu chez nous ce matin. Nous vous souhaitons beaucoup de chance avec votre parti politique UNIR. Merci, merci. UNIR est ouvert à tous les Togolais, tous ceux qui sont... Vous cherchez des membres encore? Mais non. Il y a des militants, il y a des sympathisants. Oui. Ceux qui sont épris de paix, de développement social, économique,
l'UNIR est ouvert à tous ces gens-là. Merci beaucoup. Merci. Christophe Padoum-Rekou Tchao, je rappelle que vous êtes un ancien ministre. Vous avez occupé les postes au niveau du sport notamment. Oui, le sport et puis le tourisme. Le tourisme aussi. Ensuite, vous allez revenir au gouvernement? Oh non, mais ça c'est des questions qu'on ne peut pas poser. Un militant? Non, pas un militant, mais vous savez, on est là pour servir là où le besoin se fait sentir. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Christophe Tchao est le président du groupe parlementaire UNIR à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier jour de notre débat, Taxi Presse avec les confrères, vous les connaissez à peu près. Merci à Jack Prosper qui a assuré la réalisation. On en profite pour saluer tous nos amis du site internet lagazettedutogo.com qui nous suivent également sur YouTube. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.